Eh bien, ça fait longtemps, c'est un plaisir de revenir sur cette chaîne. Et en plus de ça, je ne reviens pas seul et je reviens avec une bonne nouvelle. Nous allons donc lancer un format tuto et point lore sur Mage l'Ascension. Et il sera présenté par Cargogax. Donc Cargogax, c'est notre joueur trémère dans Vampire saison 1 et Vampire saison 2. Il est aussi présent dans l'IRL Garou W5. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ces séries, elles sont vraiment incroyables. Qui de mieux qu'un expert de mage et un trémère pour vous expliquer le lore de Mage l'Ascension? J'aurais peut-être pas dû dire qu'il était trémère. Soyez gentil avec lui, s'il vous plaît. Et plus sérieusement, n'hésitez pas à liker, partager ce format et lui donner de la force, tout simplement parce qu'en plus, c'est la première fois que Cargogax vient m'aider sur cette chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à lui donner aussi de la force parce que c'est quelqu'un qui fait les choses aussi très bien et qui travaille aussi très bien ses explications et ses vidéos. Et pour information, oui, je reviendrai aussi sur cette chaîne, je n'ai pas totalement disparu. Donc voilà, là il va y avoir une série sur Mage l'Ascension pendant un moment avec Cargo, et ensuite on risque de faire des choses ensemble, et je risque aussi de revenir pour certains projets par la suite. Et en attendant, profitez bien, je vous laisse entre de bonnes mains. Ciao! Bonjour tout le monde, je suis Cargogax ou Tobias Eland si vous avez pu regarder la chaîne et notre série Vampire la Mascarade. J'ai aussi participé à la série Walking Dead qui est en cours sur la chaîne Mr. Grimes. Aujourd'hui, si je suis là, c'est pour pouvoir vous faire une nouvelle petite série de vidéos sur Mage l'Ascension. Donc là, je me suis présente brièvement, on va rentrer plus en détail dessus. De toute façon, ça va être une série de vidéos qui va décomposer l'univers et tenter de le vulgariser un maximum pour que les gens puissent apprendre à le connaître. Donc d'abord un résumé, je traiterai de la magie, je traiterai aussi des factions et aussi de divers éléments permettant de, par exemple, comment pouvoir le masteriser, etc. De toute façon, je vous rentrerai ça plus en détail dans les jours et les semaines à venir. Et autrement, je vous souhaite une bonne vidéo. Et si je vous disais que la réalité n'est pas objective, qu'elle n'est ce qu'elle est uniquement parce que nous pensons collectivement qu'elle est censée être ainsi, et que, dans un tel monde, certains y existent et sont capables de manipuler cette réalité à volonté. Bienvenue dans Mage d'Ascension, un jeu de rôle créé par White Wolf dans les années 90 et se situant donc dans le monde des ténèbres, un univers dans lequel vous pouvez reconnaître sans doute les licences Vampire la Mascarade et Loup-garou l'Apocalypse. Aujourd'hui, je vais vous parler de Mage l'Ascension 20e anniversaire. Il y avait une version précédente qui est sortie et de nos jours, il n'y a pas encore une version qui a été créée pour les dernières éditions comme Vampire la Mascarade 5 ou Loup-garou l'Apocalypse 5. Dans cette vidéo, je vais vous faire un résumé très global de ce jeu fascinant et que j'aime tout particulièrement, qui est donc Mage l'Ascension. Mais avant toute chose, présentons donc le monde des ténèbres pour ceux qui ne le connaissent pas. Mage l'Ascension se passe donc dans un monde plus sombre et plus corrompu que le nôtre, qui se nomme le monde des ténèbres. Imaginez un monde similaire au nôtre, mais où les puissants tirent les ficelles dans l'ombre, où à chaque recoin de rue, des créatures surnaturelles peuvent se cacher à l'abri du regard et sans que vous ne le sachiez. Que derrière chaque recoin se trouvent des éléments remettant en question la réalité consensuelle comme vous la pensez. Des créatures du surnaturel dépassant tout ce que vous pouvez imaginer, ou alors intégrées dans la pop culture que vous connaissez autour de vous. Un monde où tout ce que vous pouvez soupçonner, société secrète, manipulation mentale de masse, propagande dense, existe bel et bien, et du moins beaucoup plus extrémisé dans cet univers. Et c'est dans ce cadre, fortement inspiré par l'esthétique gothic punk, que les mages ou les éveillés vont évoluer à travers donc un monde sombre, tortueux, où ils vont devoir réussir à trouver leur place. Mais surtout pas juste trouver leur place, réussir à imposer leur propre vision au monde. Ou alors, dans le pire des cas, réussir à le conserver sans se faire dominer par autrui. Donc, dans Mage l'Ascension, vous incarnez un mage, ou une personne qui s'est éveillée et donc a obtenu ce statut de mage. Il a réussi, à un moment donné, à percer le voile de la réalité et à le voir
telle qu'elle est réellement, ou du moins telle qu'elle la perçoit réellement au sein de son propre paradigme. Vous allez donc réaliser que ce que nous nommons réalité n'est qu'une construction mentale collective, que tout ce qui existe autour de vous n'existe que parce que le monde et toutes les personnes autour de vous y croient. Mais malgré ce consensus, vous avez eu une révélation, et c'est à travers cette révélation que vous avez atteint l'éveil, et que donc, suite à cela, vous avez découvert les capacités de manipuler la réalité à votre bon vouloir. Ou du moins, pas non plus un bon vouloir complet, à votre paradigme. Un paradigme est un système de croyances dans lequel vous êtes posé. Par exemple, pour un mage du culte de l'extase, modifier le temps passe par des transes et des rites du style. Tandis que pour un fils de l'éther, il fera la même chose mais en utilisant une machine faite de verre et de vapeur. Et au milieu de tout ça, vient alors le cœur du jeu, ce que nous nommons la guerre de l'ascension, où, ici, le combat se passe pour savoir qui c'est qui obtiendra donc la vérité, qui c'est qui imposera son point de vue au monde, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une guerre de conflits et de sorts qu'on se balance à la gueule, c'est un conflit politique dans lequel vous allez tenter, vous ou votre groupe, ou qu'importe comment vous vous placez en tant que mage, de poser un pied clair pour dire que ma vision est la véritable. C'est donc ainsi que cette guerre existe, une guerre dans laquelle on veut imposer notre vision à la réalité, et cela au détriment des autres. Car dans ce jeu, la réalité est donc malléable, mais elle se défend. Il faut savoir que les mages sont divisés en plusieurs factions. Il y a donc les 9 traditions, qui ont une alliance fragile mais tout de même en place, mais cette alliance est née contre la montée en puissance d'un autre groupe très dangereux et qui aujourd'hui tient l'hégémonie, c'est-à-dire la technocratie. Mais donc, voyons très rapidement les 9 groupes. Nous avons donc les Verbenae, qui sont fortement liés à la nature, à la magie du sang, et à des rites et des façons d'exercer la magie qui peuvent être vues un peu comme païennes. Nous avons le culte de l'extase, qui eux passent par les sensations physiques à outrance, que ce soit la douleur, le plaisir et tous ces éléments-là pour manipuler la réalité. Les fils de l'éther, qui s'insèrent dans une sorte de science un peu rétro-futuriste, c'est-à-dire tout ce qui est un peu steampunk, pour pouvoir rappeler cette esthétique. Le cœur céleste, qui est convaincu que la magie est due à une force divine, que ce soit Dieu avec un grand D, et qui s'inscrivent souvent dans les religions abrahamiques, même s'il existe d'autres religieux et d'autres croyances au sein même de ce groupe. La fraternité akashite, ou les Akashayana, qui sont des ascètes orientaux qui passent par le contrôle et la maîtrise du corps et de l'esprit. L'ordre d'Hermès, qui sont des mages plus traditionnels et qui sont des érudits et utilisent une magie dite codifiée. Les adeptes du virtuel, qui sont des hackers de la réalité et utilisent la magie à travers diverses technologies. Les parle-songes, qui sont des chamans et des médiums passant par le monde spirituel pour pouvoir entrer en contact avec des esprits. Et les Othanatos, qui eux sont beaucoup plus marginaux et ont une vision du monde très nihiliste, passant par la dégradation de la réalité pour la manipuler. Et face à eux, nous avons l'antagoniste principal, que vous pouvez incarner aussi dans cet univers-là, qui est la technocratie. La technocratie, eux, sont des mages qui passent par la science que nous voyons aujourd'hui. C'est même eux qui ont réussi à l'imposer au monde, puisque ceux-ci manipulent la réalité et ont un contrôle dessus grâce à leur hégémonie liée à tout cela, et leur objectif étant d'uniformiser la réalité autour de leurs croyances à eux. Pour eux, les traditions sont vues comme quelque chose d'archaïque et surtout de dangereux pour la réalité. Néanmoins, les 9 traditions font face à d'autres dangers, au même titre que la technocratie. Il y a les Nefandi, qui sont des mages ayant passé des pactes avec des entités diverses et variées, et qui dorénavant existent dans l'objectif de vulgairement détruire le monde. Et ensuite, nous avons les maraudeurs, aussi appelés les mages fous, qui ont une vision de la réalité complètement distordue et modifiée, et que leur vision du monde personnel s'impose aux personnes autour d'elles contre leur volonté. Et donc, dans cette guerre imposant tous ces groupes-là, c'est un conflit très politique pour pouvoir imposer sa vision du monde. Il ne s'agit pas d'envoyer des boules de feu, il s'agit de trouver qui c'est qui aura le point de vue qui s'impose. Et au milieu de tout ça, nous avons les disparates qui, eux, sont des
Petit groupe de mages encore un peu distincts qui ne s'inscrivent ni complètement dans les revendications des traditions, ni complètement dans les revendications de la technocratie. Maintenant, dans Mage, à son cœur, il y a donc la magie, avec un Y. Il existe donc 9 sphères. Il en existe une 10e, mais on va pas en parler ici. Ces 9 sphères permettent donc de décomposer la réalité et de la manipuler. C'est à travers elles que les mages donc actent et que les joueurs ou un MJ va donc utiliser la magie dans ce jeu. Les 9 sphères sont les suivantes. Nous avons donc la correspondance, qui est la manipulation de l'espace et de la distance. Nous avons l'entropie, qui est le contrôle du hasard et des probabilités ainsi que de la dégradation. L'esprit, qui est la communication avec donc les planes spirituelles, les esprits, les fantômes et tout cet aspect-là. La force, qui est la manipulation des énergies, que ce soit cinétique, ou alors de la gravité, de la force, de la lumière, tous ces éléments-là. La vie, qui est le contrôle de tout ce qui est éléments biologiques, que ce soit animaux ou humains, que ce soit en soignant ou en créant de nouvelles parties sur des corps existants. La matière, qui est le contrôle des objets et de tout ce qui est inanimé. Donc par exemple, on peut voir ça comme l'alchimie de façon brute, en transformant le plomb en or typiquement, mais bien d'autres choses. Le temps, qui sont les prémonitions pour avoir des visions de ce qui est arrivé ou de ce qui va arriver, de ralentir le temps, l'accélérer, voire de voyager à travers le temps. La psyché, qui est donc le contrôle et la manipulation des émotions, de l'esprit, de la génération d'illusions. Et le prime, qui est l'énergie à l'état brut, c'est-à-dire donc la mana, de façon vulgaire, mais dans cet univers, la quintessence. Un mage développe alors sa compréhension de diverses sphères, ne les ayant pas forcément tous à disposition, sinon vous êtes un mage monstrueusement pété. Mais ne vous en faites pas, vous avez une grande marge de manœuvre avec déjà quelques sphères à votre disposition. Et en combinant divers effets, vous êtes capable donc de faire des magies plus ou moins spectaculaires. Mais c'est là où nous divisons la magie lorsqu'elle est utilisée en 2 catégories différentes. Il y a donc la magie dite vulgaire, donc visible, c'est-à-dire qu'elle semble invraisemblable et donc tout de suite ne rentre pas dans les normes de la réalité et entraînera donc la venue de conséquences de la part du paradoxe. Et la magie coïncidentale, qui utilise des éléments de l'environnement ou qui échappent à la vue des gens pour faire jouer la magie comme si elle était une coïncidence. Balancer une boule de feu en pleine rue, tout de suite, le paradoxe va le voir. Vous aurez des conséquences, tout le monde le voit, et ça sera drastique. Ce n'est pas ancré dans le consensus de la réalité. Mais par contre, griller quelqu'un parce que vous envoyez un coup de jus à travers un groupe électrogène qui est à côté de lui, là par contre ça passe. Ça peut arriver, c'est une coïncidence. Il y a potentiellement une surtension, il y a quelque chose qui s'est passé qui peut faire croire que cet événement qui est de votre fait surnaturel survint de façon coïncidentale. Mais dans tout cela, le paradoxe peut quand même réagir, votre personnage accumulant des points de paradoxe, et donc de ce fait, il peut y avoir des retours de bâton, que ce soit à travers donc des hallucinations, des contre-chocs purement physiques, ou alors même des entités qui viennent pour vous punir. C'est donc une mécanique dans le jeu, quand vous utilisez la magie, qui est de faire très attention à ce que vous voulez faire avec, pour pouvoir donc être créatif, pour faire en sorte que votre magie puisse passer de façon assez subtile dans la perception humaine. Mage n'est pas un jeu de pouvoir, c'est un jeu de responsabilité. Vous avez littéralement le pouvoir de réécrire la réalité et de faire plus ou moins ce que vous voulez. Certes, le paradoxe peut venir pour vous donner juste un rappel à l'ordre, néanmoins, vous avez quand même ces capacités à votre disposition. C'est donc dans cette optique que jusqu'où vous irez pour manipuler la réalité et imposer votre vision. Qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pour vos idéaux dans un milieu pareil? Le jeu explore donc des thèmes qui sont très philosophiques, psychologiques. Le libre arbitre contre tout ce qui est déterminisme. Le prix à payer pour un éveil spirituel et atteindre donc l'ascension. Le danger de l'arrogance, de l'hubris. Et un truc qui en fera sourire certains, mais c'est ce qui ça touche, le conflit entre tradition et modernité. Mais c'est aussi un jeu très personnel. Chaque mage est différent. Là, je vous ai donné à un moment donné une liste de factions dans lesquelles il y a des stéréotypes, mais chaque mage fonctionne drastiquement différemment. Une vision du monde différente par mage. Certaines s'inscrivent un peu dans certains stéréotypes, mais chacun a sa vision du monde, et chacun la manipule au même niveau. Au-delà derrière, donc, à quel point vous pouvez progresser dans le niveau de vos sphères,
c'est la même chose. Vous pouvez être un alchimiste passant par des technologies steampunk. Vous pouvez être un hacker qui utilise donc des technologies pour contacter directement des entités de l'au-delà. Vous pouvez être une personne fervente et religieuse utilisant les psaumes de ces livres saints pour pouvoir punir ceux qu'ils jugent être les hérétiques ou les infidèles. Autant de mages possibles que de personnes. Vous avez une créativité large et vous êtes complètement libre dans ce jeu. Aujourd'hui, en 2025, Mage l'Ascension est, je trouve, particulièrement actuel. Dans un monde où aujourd'hui on questionne beaucoup la réalité, la vérité, ce qui est vrai ou faux, les croyances d'autrui et beaucoup d'éléments stackabila, je trouve que ce jeu a une place très importante. Comme je l'ai dit, c'est une liberté narrative extrêmement vaste. Certes, vous êtes dans le monde moderne, mais donner de tels pouvoirs à des individus du monde moderne est d'autant plus fascinant quand on sait à quel point ils sont larges, à quel point des êtres aussi puissants parcourent le monde et sont autour de vous. Et que donc, en tant que joueur, vous en êtes un. C'est la possibilité de faire des campagnes dans lesquelles vous explorez des idées, des points de vue qui se confrontent de façon drastique, que ce soit par des biais politiques ou alors des combats dantesques contre diverses entités. C'est cette liberté de pouvoir voir des points de vue et les exprimer et les voir et les considérer. Avoir la possibilité d'utiliser une magie large mais unique. Votre personnage, quand il utilise sa magie, elle lui est propre. Si vous aimez les jeux de rôle qui interrogent, dérangent et qui explorent des thématiques qui peuvent être plutôt profonds, cela demande donc quand même d'avoir des tables plutôt sérieuses, même si vous pouvez faire des choses loufoques, forcément, c'est toujours possible, mais c'est quelque chose qui est davantage priorisé dans Mage l'Ascension. Alors je pense que ce jeu pourrait être pour vous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je décide qu'il faut que j'en parle davantage et que nous le mettions un peu en avant. Et qu'aujourd'hui, je vais mettre donc en place cette série de vidéos. Je vous ai résumé très vulgairement tout ça, peut-être même que c'est déjà un peu trop long pour un résumé, mais donc je vais faire une suite de vidéos où chacun des éléments que j'ai cités aujourd'hui va avoir une vidéo plus approfondie, parce que je souhaite réellement vulgariser ce sujet avant que potentiellement il y ait Mage 5e édition qui sort. Donc que vous soyez joueur, ou conteur, ou maître de jeu, qu'importe comment vous voyez, ou même juste un simple curieux, restez avec moi, ou alors si ça vous a déjà intéressé avec cette vidéo, tentez d'obtenir les bouquins ou autres, parce que je suis sûr que ça aura moyen de plaire à beaucoup de gens. Parce que ce jeu mérite de l'attention. Donc merci de m'avoir écouté pour cette courte vidéo, et en espérant donc que cela vous aura quand même intéressé ou intrigué, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à mettre des commentaires pour me poser des questions, je pourrai toujours y répondre à la fin de prochaines vidéos, si je n'apporte pas directement le sujet, mais surtout, j'espère avoir éveillé votre intérêt. Bonne journée à tous.